Alors ouais, moi j'ai un rapport à LinkedIn qui a été assez incroyable parce que LinkedIn m'a vraiment accompagné tout au long de ma vie. Déjà quand j'étais étudiant en fait, j'étais comme tu l'as dit un passionné de gaming et d'e-sport. Alors ceux qui nous écoutent ne voient pas la casquette rouge, mais j'ai une casquette rouge, des fois avec le M de Mario, pas aujourd'hui, mais casquette rouge quand même. Et effectivement quand j'étais étudiant, j'étais un fan de gaming et d'e-sport et en fait, à la base, moi, j'en parlais sur Facebook. Alors c'est vrai, un peu à l'ancienne, sur des groupes Facebook. Il y a des groupes de jeux vidéo vraiment pour parler un peu de tout ça, rentrer dans une communauté. Sauf que moi, j'ai vécu un peu cette transition où le gaming et l'e-sport sont passés de Facebook à Twitter. Et c'est vrai que sur Twitter, je ne m'y retrouvais pas forcément à la base. Je suis arrivé sur une plateforme effectivement un peu plus toxique, avec l'anonymat des personnes. En fait, quand LinkedIn est arrivé, j'ai rapidement vu une opportunité de pouvoir un peu partager cette passion. Et quand je m'y suis intéressé, j'étais étudiant et en fait, il y avait personne qui parlait de gaming et d'e-sport sur LinkedIn. Imaginez un instant que le monde de l'entreprise soit un terrain de sport. Les objectifs sont vos lignes d'arrivée, les concurrents vos adversaires et chaque jour est une nouvelle compétition. Cette analogie n'est pas un hasard, elle est au cœur de l'entrepreneuriat. C'est du sport, le podcast numéro 1 qui dévoile les parallèles entre ces deux univers. Dans chaque épisode, plongez au cœur des conversations avec ceux qui excellent dans leur monde. Des entrepreneurs visionnaires, des légendes du sport, en passant par des leaders inspirants, chaque invité partage bien plus que des succès. Ils vous livrent leurs doutes, leurs stratégies et leurs moments de vérité. Bienvenue dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Un épisode très complet, on va parler d'e-sport, on va parler de Mario, on va parler de LinkedIn avec mon invité Hugo Gédio. Bonjour Hugo. Bonjour Eric. Alors ça me fait très plaisir de te recevoir parce que ça fait un petit moment que je te suis sur LinkedIn, que je bois tes paroles, tes posts et j'aime bien ton état d'esprit, j'aime bien tout ce que tu peux mettre dessus. Donc on va avoir l'occasion d'en parler. Et je le disais, on va parler de LinkedIn puisque tu es le fondateur de l'agence Mush qui parle plus principalement de création de contenu sur LinkedIn. On sait qu'aujourd'hui, dans l'univers de l'entrepreneuriat, LinkedIn est quand même un outil indispensable, mais quand il est bien utilisé. Et donc, on va pouvoir parler de tout ça. Tu es aussi fan plutôt de sport, mais d'e-sport. Et puis, c'est quand même du sport. Moi, je considère l'e-sport comme du sport, donc j'aurai pas de polémique là-dessus. Oh, tu feras des heureux. Exactement, exactement. En tout cas, merci d'être parmi nous et au micro aujourd'hui, Hugo. Et pour commencer, une question classique, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire comment tu en es arrivé aujourd'hui à passer de l'e-sport à LinkedIn et être créateur de contenu et formateur sur LinkedIn? Bah écoute, déjà merci à toi pour l'invitation. Alors ouais, moi j'ai un rapport à LinkedIn qui a été assez incroyable parce que LinkedIn m'a vraiment accompagné tout au long de ma vie. Déjà quand j'étais étudiant en fait, j'étais comme tu l'as dit un passionné de gaming et d'e-sport. Alors ceux qui nous écoutent ne voient pas la casquette rouge, mais j'ai une casquette rouge, des fois avec le M de Mario, pas aujourd'hui, mais casquette rouge quand même. Et effectivement quand j'étais étudiant, j'étais un fan de gaming et d'e-sport et en fait, à la base, moi, j'en parlais sur Facebook. Alors c'est vrai, un peu à l'ancienne, sur des groupes Facebook. Il y a des groupes de jeux vidéo vraiment pour parler un peu de tout ça et rentrer dans une communauté. Sauf que moi, j'ai vécu un peu cette transition où le gaming et l'e-sport sont passés de Facebook à Twitter. Et c'est vrai que sur Twitter, je ne m'y retrouvais pas forcément à la base. Je suis arrivé sur une plateforme effectivement un peu plus toxique, avec l'anonymat des personnes. Donc en fait, quand LinkedIn est arrivé, j'ai rapidement vu une opportunité de pouvoir un peu partager cette passion. Et quand je m'y suis intéressé, j'étais étudiant et en fait, il y avait personne qui parlait de gaming et d'e-sport sur LinkedIn. Alors là, ceux qui nous écoutent, peut-être connaissent le LinkedIn un peu moderne, mais si on revient quelques années en arrière, peut-être 6, 8 ans en arrière, on avait un LinkedIn qui était en fait une CV Tech, quoi, qui était vraiment une plateforme pour les recruteurs et les futurs recrutés. Et donc, c'est un peu comme ça que moi je suis arrivé sur la plateforme, au début en partageant ma passion pour le gaming et l'e-sport en étant étudiant. Et je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, ça plaisait vraiment, quoi. Et en plus, on était dans une période où on commençait à se dire que la population gaming, passionnée de gaming et d'e-sport, elle arrive en entreprise aussi, que c'est d'être les managers de demain. Et donc, c'est une thématique qui a rapidement plu. Et en fait, étape par étape, LinkedIn m'a aidé à avoir mon alternance, mon premier emploi dans un club d'e-sport. Et puis ensuite, même quand j'ai terminé cet emploi et quand je suis parti de ce club d'e-sport, j'ai eu un vrai boost sur mon profil parce que j'ai posté un CV qui était sur l'univers de Mario, qui a complètement explosé sur la plateforme, parce qu'il a fait plus de 2 millions de vues en cumulé.
et ça a mis un vrai coup de lumière sur mon profil et puis ça m'a complètement lancé jusqu'à créer cette agence Mush et donc ça fait le lien, voilà, vous l'avez maintenant entre Mario, l'univers du champignon et donc Mush à la fin. On voit souvent, moi, je suis dans l'univers du sport plus particulièrement, quand j'ai commencé à utiliser LinkedIn, on a vu souvent des jeunes étudiants qui cherchaient des alternances dans le monde du sport, bah, qui faisaient des CV typés L'Équipe, puisque c'est le journal de référence. Oui, Ton CV est toujours disponible, est toujours visible, hein. On voit ce CV Super Mario, où, bah, c'est l'univers de Mario et il y a ton CV, il y a toi, Hugo. Et c'est vrai que ça fait un buzz phénoménal, en fait. ouais, ça a été assez dingue. En fait, ce qui est assez fou avec ce, concept-là, c'est que je l'avais un peu senti en en amont. Je me rappelle, j'en parlais chez moi, je disais: «Ah, je sens que ça vraiment ça peut plaire». Et effectivement, il y avait, une mécanique qu'on n'avait pas vue sur LinkedIn, c'est de voir un CV en format GIF, ou GIF. Alors, c'est selon, qui nous écoute, je pense que tout le monde se retrouve dans les 2 formulations, GIF et GIF. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop vu, avant sur LinkedIn et moi, j'avais vu ça chez une graphiste qui avait fait un CV animé. J'avais trouvé la mécanique ultra intéressante et c'était une période où il y avait encore cette tendance du CV vidéo. Je crois qu'on le voit un peu moins maintenant, mais effectivement, il y avait un peu cette tendance-là aussi et puis mêler ça à l'univers de Mario Bros, je l'ai vu directement comme, étant un moyen, intéressant de pouvoir s'adresser à toutes les générations aussi, parce que je pense qu'il y a rien de mieux que Mario dans l'univers du jeu vidéo pour fédérer, tout le monde et donc en fait, le mix des 2 effectivement, ça donne un CV en format Mario animé où on voit le petit Mario qui bouge sur le CV et ça a été fou, ouais. Ça a vraiment été, ça a été un très bel épisode. Est-ce que ça aussi, cette viralité qu'a eu ton CV, t'a fait dire et t'a fait été un peu la création de Mush, ton agence, en te disant, bah, il y a quelque chose à faire parce que si moi j'ai réussi, peut-être que d'autres peuvent le faire et moi j'ai ces compétences-là de pouvoir les former, les accompagner. Ça a été le point de départ pour toi, la bascule de l'e-sport vers te dire, bah, tiens, je vais devenir un spécialiste de la création de contenu sur LinkedIn? Alors ça a pas tant été le CV le point de bascule parce que, avant cet épisode du CV, je créais déjà du contenu sur LinkedIn, je partageais déjà ma passion et j'avais déjà des très bons premiers résultats. Je me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais notamment, écrit un livre blanc sur l'e-sport que j'avais réussi à négocier auprès de mon école pour que ce soit mon mémoire de fin d'études et où j'avais interrogé plein de professionnels du secteur. Au dos, j'avais mis mon CV justement, qui était un autre CV à l'époque et je l'ai envoyé à des clubs, des entreprises du gaming et de l'e-sport et cetera à l'époque et je sais que LinkedIn m'avait déjà beaucoup aidé en ça à l'époque et je créais déjà du contenu. J'avais déjà vu la puissance de LinkedIn parce que quand je travaillais chez Team Vitality, on avait un produit à vendre et on n'arrivait pas du tout à vendre ce produit-là et en fait, je me suis un peu dévoué. Je me suis dit: «Allez, moi, je veux bien aller un peu au charbon et faire des posts LinkedIn, sur ce produit-là et tenter de le vendre un peu à mon audience». Effectivement, on arrivait à le vendre et c'était un super produit qui, mine de rien, coûtait assez cher parce qu'on était sur un billet à 5 chiffres par place, enfin donc c'était assez cher et je voyais que grâce à mon LinkedIn et à moi, ma stratégie de contenu, j'arrivais à vendre des places comme ça à 15 000, 30 000 €. Je me disais: «Purée, mais attendez, mais LinkedIn, il y a vraiment un truc à faire» et c'est vraiment ce point de bascule-là qui m'a fait prendre conscience que, OK, sur LinkedIn, on peut en vivre, il y a des choses à structurer. Pour l'instant, c'est pas trop comment, mais c'est ultra excitant aussi, quoi. C'est de dire qu'on est sur une plateforme, j'ai l'impression d'être un peu sur le YouTube il y a 10 ans en arrière, où il y a plein de créateurs de contenu. Chacun, crée du contenu, chacun cherche un peu son modèle, un peu dans cette, jungle-là et tout le monde tente des trucs pour trouver un peu, ce qui lui correspond le mieux. Effectivement, moi, ce qui m'a le mieux correspondu, bah, c'est d'avoir cet ADN gaming toujours qui me suit et puis en tout cas, la première logique, c'était de créer cette agence, Mush, donc agence d'accompagnement, LinkedIn pour tout type de profil, ouais. Cette agence est un peu différente de tout ce que peut trouver sur LinkedIn. On voit souvent, j'ai fait tant de cas de CA. On dit souvent que si tu as pas fait 10 cas de CA sur LinkedIn, bah, c'est le salaire de base. Et puis, voilà comment j'ai fait, comment j'ai lancé ma formation en ligne, comment j'ai fait tant de cas au lancement, comment vous pouvez faire pareil. Et puis, ben, du coup, acheter ma formation. Et là aussi, ben, juste puisqu'on gagne plus de 10 ou 20 cas, bah, la formation, elle est très chère. Et toi, tu as choisi quelque chose de totalement différent, un peu disruptif par rapport aux autres. D'ailleurs, tu t'en sers où tu dis: «Bah, voilà, on n'est pas obligé de dépenser, 1 000 ou 2 000 ou 3 000 € pour être performant sur LinkedIn». Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton modèle économique et qu'est-ce que tu proposes, au sein de l'agence Mush pour ceux qui voudraient, rejoindre, ton agence? Alors déjà, premièrement, c'est gentil. La pierre est est lancée sur la partie promo, c'est gentil. Donc ouais, pour expliquer en fait, donc effectivement, moi je viens un peu du secteur du gaming, donc on est sur un secteur qui est quand même, ultra communautaire. Les gens aiment beaucoup partager, on a beaucoup d'informations gratuites qui circulent. Je viens de moi de cette, culture, Discord en ligne, jouer avec des inconnus un peu jusqu'à pas d'heure, un peu tout cet aspect-là et donc effectivement, moi ça fait partie de mon ADN quoi. La base un peu c'était ça
et c'est quelque chose qui m'a toujours suivi sur LinkedIn. Donc effectivement, comme, beaucoup de gens, quand on arrive sur LinkedIn aujourd'hui, souvent on est un peu déçu en voyant, des contenus, comme nous on appelle des contenus, bullshit, ou des personnes qui fonctionnent vraiment sur des contenus avec de la preuve sociale. On ne sait même pas trop si c'est des montages, si c'est vrai. Et je vous rassure, en tant que créateur de contenu, moi aussi je vois ça, et moi aussi ça a été l'un des premiers constats que j'ai eu, de se dire: «Purée, c'est dommage, on a une super plateforme, on peut s'exprimer, faire des trucs sympas, où l'authenticité, pourrait régner», et pourtant, il y a des personnes qui vont aussi à l'inverse de ça et qui vont un peu masquer la réalité ou proposer que le beau de l'entrepreneuriat, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Donc c'est pour ça que moi de mon côté, donc j'ai fait ce pari-là de dire: «OK, premièrement, quand j'ai créé Meuj, j'ai souhaité lancer un programme, donc de formation, pour tous, et qui à sa sortie était à 6 € par mois, sans engagement. Donc le but, c'était d'aller chercher déjà premièrement une formule, mensuelle, et d'essayer d'aller vraiment casser ce marché de la formation LinkedIn où, alors j'avais fait mes petites, études là-dessus, notamment une formation LinkedIn, ça coûte en moyenne 900 € en France. Donc effectivement, on était sur une formule qui était ultra accessible, et le but, c'était vraiment pour moi de faire un produit d'image, un produit de partage, créer une communauté, ramener des gens sur Discord, montrer un peu mon univers aussi, et montrer que sur LinkedIn, on peut, réussir une stratégie sans forcément, faire du contenu avec, rempli de preuves sociales. Donc ça a vraiment été pour moi le lancement de Mush, c'était ce programme-là qui a ultra bien fonctionné. Je suis ultra content. C'est dans ces périodes-là aussi, toi, Eric, qu'on s'est rencontrés. Et en fait, je me suis retrouvé avec toute une communauté sur Discord. Il y a plus de 1350 aujourd'hui de personnes sur le Discord. Il y a une formule gratuite, une formule, payante. Et dans tout ça, j'ai découvert plein de freelances qui avaient un talent fou, des ghostwriters, des motion designers, des graphistes, donc vraiment plein, plein de talents. Et en fait, avec toute cette ressource, je me suis dit, qu'on pouvait aussi aller maintenant conquérir le monde des entreprises. Donc toujours en restant sur mon modèle, moi, de solo business, donc je travaille en tant que solopreneur tout seul. Mais effectivement, maintenant, je peux délivrer des missions d'entreprise. Donc, on lance des programmes d'employé advocacy, on accompagne des dirigeants sur LinkedIn, on fait de la formation, en France, en Belgique. La semaine dernière, on en a fait aussi. Donc, on est très, très content. Ça se développe super bien, et avec des équipes qui sont vraiment chouettes et des profils qui souvent me ressemblent à moi aussi. Donc, le but, c'est de trouver un bon équilibre, dans tout ça. J'ai pas envie d'en faire une machine à gaz, de tout ça, mais c'est de trouver un bon équilibre avec des gens qui m'accompagnent, qui sont, ultra sains d'esprit au quotidien, et avec qui je m'éclate. Donc voilà, le modèle de Mush, c'est ça, c'est un programme pour les freelances aujourd'hui, avant tout, qui est le cœur de tout ça, qui est entre 15 et 30 € si on veut être avec ou sans engagement. Et ensuite, on fait des rebrandings complets de profils LinkedIn. On a un accompagnement LinkedIn complet pour des profils qui veulent devenir top of mind dans leur secteur. Et on fait aussi du produit sur mesure pour des entreprises. Et je précise pour les auditeurs et auditrices, cet épisode n'est pas sponsorisé. Testez la formation d'Hugo. Je suis toujours abonné. Il ne m'a pas offert une formation supplémentaire pour faire cet épisode. J'en parle parce que j'ai vraiment aimé l'état d'esprit qui change. Tu l'as dit, un état d'esprit de gamer où il y a beaucoup d'entraide sur le Discord. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et tu expliques ce que tu fais. Et ce que tu fais, tu le mets en pratique. Et donc, on peut tester nous-mêmes. Il n'y a aussi aucun engagement. C'est-à-dire que, voilà, tu l'as dit, ta première formule, c'est à 15 €. Vous les testez à 15 €. Vous faites le mois de décembre, vous faites le mois de janvier. Ça vous plaît, tant mieux, vous continuez. Ça vous plaît pas, vous arrêtez. Il n'y a aucune question. Tu vas pas les relancer, tu vas pas insister. Et ça, je trouve fantastique. Et c'est assez rare, en fait, dans le monde entrepreneurial aujourd'hui. Donc voilà, je tenais à préciser les choses. Ouais, ouais, non, tu fais bien, tu fais bien. Et effectivement, ouais, le constat, c'était vraiment ça, quoi. C'est de dire comment on peut créer un produit qui soit au final à l'avantage du formé et pas à l'avantage du formateur. Où souvent on a des formations, où souvent c'est l'avantage du formateur. Il vous le dit pas, mais l'objectif c'est de vous démotiver aussi à long terme, parce que lui, son temps c'est de l'argent. Donc là, l'idée, effectivement, il y a tout un parcours gamifié avec des quêtes, des récompenses. C'est assez sympa à l'intérieur, c'est tout un petit univers à découvrir. Et l'objectif, c'est de vous garder, motivé avec une formule, comme tu dis, qui est sans engagement, avec une résiliation en 3 clics. Donc là, encore une fois, je suis très content. Enfin, c'est un produit vraiment, je suis fier de l'avoir, quoi. Autant il y a des produits, on se dit, faut aussi faire vivre son entreprise, faut aller au charbon, faut y passer du temps, avec ses clients, faut vraiment être dans l'accompagnement ultra personnalisé. Et autant il y a des produits comme celui-ci où c'est des formules un peu, on essaie d'être malin à l'intérieur en trouvant, en réussissant à faire un produit pour de la masse, mais en même temps le gamifier à l'intérieur, et que ça puisse tourner, avec moi, mais aussi il y a plein d'autres, tout un circuit automatisé à l'intérieur. Et je suis ultra fier de ce produit, quoi, de dire: «Purée, c'est». Au final, quand je vois un peu mon fil d'actualité sur LinkedIn, je me dis qu'il y a pas mal de monde, qui sont passés par ce programme-là, et qui aujourd'hui, arrivent à lancer leur activité ou alors font ça, en collectif.
et je trouve ça beau, quoi. C'est trop cool. Et puis on sent bien cet esprit gaming, hein, dans tout ce que tu fais. Tu as parlé des quêtes quand on a accès au Discord, et cetera. Tu le disais, tu aimes bien l'e-sport. C'était quoi, toi, tes jeux favoris, quand tu pratiquais ou que tu étais fan de l'e-sport? Tu l'es toujours peut-être d'ailleurs, hein? Ouais, je le suis toujours, un peu plus en off maintenant, mais effectivement, je joue toujours pas mal, quasiment tous les jours, hein. Alors mes jeux favoris, j'en ai eu pas mal en fait pendant en fait, ça m'a suivi toute ma vie. Quand j'étais, adolescent, l'un des premiers jeux qui m'a marqué, moi, ça a été Dofus, je pense pendant ma période collège. Je me suis fait, pas mal de potes, grâce à Dofus, donc c'est un petit jeu MMORPG, un peu d'aventure, qui est ultra sympa en ligne, vraiment passer des super bons moments avec des amis là-dessus. J'étais jusqu'à faire les championnats du monde de Dofus, il y a un peu d'e-sport sur ce jeu-là. Donc qui était très sympa, pendant la fin de mon adolescence. J'ai beaucoup joué à Call of Duty aussi, c'était une grosse, grosse période de ma vie. Call of Duty, donc j'ai adoré. Là, on est sur un FPS, jeu de tir, qui fonctionne encore très bien aujourd'hui. Vraiment un super jeu. Et en ce moment, je redécouvre un peu le gaming un peu différemment, maintenant que je suis sorti un peu de ce côté-là e-sport et que c'est plus mon métier. Donc je prends pas mal de plaisir à découvrir un peu des jeux solo, un peu plus, où je joue pas mal à Valorant aussi, TFT, enfin vraiment plein de jeux que j'aime bien. Mais allez, peut-être, Dofus et Call of Duty sont peut-être les jeux qui m'ont le plus marqué. Et est-ce que tu t'es rêvé un jour champion de l'e-sport? Est-ce qu'un jour tu t'es dit: «Tiens, j'aimerais bien, être dans une team»? Tu parlais de la team Vitality tout à l'heure. Ça a été un moment, dans un coin de ta tête quand tu étais ado de te dire: «Bah, ouais, ça serait» parce qu'en plus tu es dans la bonne période. Tu es quand même une période où moi, à mon âge, quand j'étais jeune, il y avait pas de e-sport, il y avait même pas d'internet pour te dire. Et toi, il y a un moment, tu t'es dit: «Tiens, j'aimerais bien devenir joueur professionnel». En plus, tu as goûté un peu puisque tu as bossé dans des équipes d'e-sport. Ça a été un rêve à un moment? Non, en fait, assez rapidement, j'ai vu qu'il y avait quand même un fossé entre, moi et des joueurs professionnels. Je reste un bon joueur, même un très bon joueur. Il y a des jeux où je suis dans le top 1, mais les joueurs professionnels, c'est du top 0,001, quoi. Et il y a encore une marge qui est énorme et ça, je l'ai pas du tout. Heu, Bien que, effectivement, j'aime beaucoup leur quotidien et maintenant encore plus en ayant travaillé dans un club d'e-sport. Non, non, je me rends compte que, être joueur d'e-sport, c'est ultra dur, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, si on prend une scène qui est vraiment l'une des plus extrêmes, qui est celle de Counter Strike, qui est l'un des jeux aussi, un vieux jeu, hein, Counter Strike. Donc, mais on voit que c'est des joueurs qui sont, 250 jours dans l'année en compétition officielle. Donc à côté de ça, il y a tous leurs entraînements, et cetera. Donc ils sont très peu chez eux. À l'international, c'est des circuits où ils sont, tout le temps sollicités, et c'est une hygiène de vie qui doit être irréprochable, et il y a un talent à l'intérieur, enfin un talent brut chez ces joueurs qui est incroyable, quoi. Donc non, non, vraiment, et c'est un rythme de vie qui est vraiment intense où il faut être prêt à sacrifier, tout pour performer, et ça, je pense que, on se rejoindra là-dessus, toi, avec le secteur du sport et les sportifs que tu as pu accompagner. Je sais pas si toi, c'était venu à l'idée à un moment donné aussi de te dire: «Est-ce que tu avais envie d'être sportif?» Peut-être que tu l'as vécu différemment avant d'accompagner une équipe et après. Mais je sais que moi, en tout cas, après avoir accompagné, je me suis dit: «Non, c'est sûr que non», même si bon, la réalité, c'est que le talent n'était pas là, quoi. Oui, oui, après, tu as raison, c'est pour ça qu'en préambule, j'ai dit que pour moi l'e-sport était un vrai sport, hein, quand tu vois, l'implication qu'ils mettent. Alors oui, c'est pas un sport, physique dans le sens où c'est pas de l'haltérophilie, c'est pas de la course, c'est pas tout ça, mais, en termes de charge mentale, en termes d'implication, en termes d'hygiène de vie, je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est pas juste le geek, qui est dans son salon ou dans sa chambre et qui est enfermé toute la nuit. Il y a des vraies stratégies parce qu'il y a des tournois où c'est en équipe, et cetera. Et à ce compte-là, c'est un vrai sport avec un entraîneur, des préparateurs mentaux, et cetera. C'est vraiment, pour moi, un vrai sport. Et tu pratiques sinon, d'autres sports plus classiques? Est-ce que pour toi aussi, je sais pas, est-ce que tu cours? Est-ce que tu fais un sport d'équipe, du foot, du tennis? Tu as d'autres sports comme ça que tu pratiques également? Ouais, complètement. En fait, j'ai vraiment eu, moi, alors c'est quand je suis rentré dans l'entrepreneuriat que j'ai eu un peu ce coup de foudre pour le sport traditionnel. Alors j'ai toujours fait du sport et je sais que, enfin, dans ma famille, on m'a toujours inscrit, au judo quand j'étais petit, au foot. Donc j'avais quand même cette culture sportive depuis que je suis petit aussi, et c'était pour moi important de toujours faire du sport. Et même en tant que quand je travaillais dans un club du sport ou en tant que représentant de l'e-sport, j'ai toujours, trouvé important de vraiment communiquer auprès des jeunes générations sur l'importance de toujours avoir un sport physique à côté, et l'e-sport ne remplace pas le sport, mais par contre, ça peut être, une très bonne complémentarité. Et donc, moi, de mon côté, c'est quand je suis devenu vraiment entrepreneur que je me suis dit: «OK, il faut que je fixe des objectifs sportifs au même niveau que mes objectifs entrepreneuriaux». Et ça, pour moi, c'était vraiment ultra important. Donc, je fais un peu de sport, ouais, tous les 2 jours environ, donc soit c'est en salle de musculation un peu, je fais un peu de running aussi. J'ai commencé le judo un peu cette année, pour mettre un peu en pratique, ce que je vois en salle de musculation. J'ai un coach sportif aussi qui m'accompagne.
Donc ouais, ultra important pour moi. Est-ce que tu as regardé un petit peu les JO cet été? Est-ce qu'il y a des champions ou des championnes qui t'ont, fasciné, sur lesquels tu t'es dit: «Ah ouais», à la fois sur, ce qu'ils peuvent dégager, dans leur sport, hein, que ce soit un stade, une piscine ou un terrain, mais aussi peut-être sur ce qu'ils sont en dehors? Est-ce que tu as attendu les JO pour trouver quelqu'un ou est-ce que tu as des sportifs comme ça peut être de l'e-sport aussi, hein, qui te fascinent, qui t'inspirent? Alors ouais, complètement, j'ai regardé les JO. C'est pour ça que je me suis inscrit au judo notamment, cette année. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, je recherchais un coach sportif et en fait, pas loin de chez moi, il y a l'INSEP, en fait. Donc voilà, centre sportif ultra renommé et en fait, il y a pas mal donc de sportifs de haut niveau qui sont à l'INSEP et qui du coup font du coaching sportif et qui sont dans ma zone à moi, quoi et c'est comme ça que j'ai découvert un coach sportif qui s'appelle, Richard Vergne, qui est en fait en équipe de France de judo et donc en fait qui lui aussi m'a transmis toute cette culture du judo aussi. Son arrivée on était en plein de période des jeux olympiques effectivement et où lui il suivait, à fond et bah, tous les sportifs qui étaient aux JO et c'est ce qui m'a donné envie de moi, faire du judo aussi à la rentrée. Donc je dis en sportif de haut niveau, il y a effectivement, une personne qui s'appelle donc Richard Verne qui n'était pas aux JO, mais qui est quand même, ultra grand sportif sur du judo et qui a un ultra bon niveau. Effectivement, j'ai beaucoup suivi donc le judo cette année, j'ai vu des Jean Gabin par exemple, très bien performer, ça m'a fait plaisir de voir ça. Un Teddy Riner bien évidemment qui était, incroyable et que bien évidemment qui m'a énormément inspiré. J'ai regardé beaucoup de nouveaux sports aussi que j'avais pas l'habitude de voir, sans retenir forcément les noms des athlètes malheureusement, mais notamment je sais que l'escrime ça m'a beaucoup passionné, cette année. Je trouvais ça ultra intéressant. La natation, que d'habitude je regarde pas forcément si, beh, forcément je crois que comme beaucoup j'ai été entraîné par, tout ce qui s'est passé, cette année, ça a été super et côté e-sport aussi, il y a beaucoup de joueurs qui m'inspirent beaucoup, je pense que là, en tout cas, un qui moi a bercé mon enfance, je pense à un Gotaga qui jouait sur Call of Duty et qui était, moi quand j'étais ado, était l'un des meilleurs joueurs français, voire européens et qui vraiment m'a accompagné pendant toute mon adolescence, grâce à ses contenus, et que j'adorais suivre pendant ses compétitions. Donc côté e-sport énormément, mais aussi du Shows, du Kameto, qui aujourd'hui sont des top streamers, font partie vraiment de ceux envers qui enfin, de qui moi je m'inspire énormément, ouais. On peut faire beaucoup de points communs, hein. Souvent, je le fais entre le sport et l'entrepreneuriat. Si on parle plus de Mush et de LinkedIn, une des particularités que tu enseignes, c'est quand même cette régularité, dans LinkedIn. C'est pas: je fais un post et puis peut-être qu'il marche très bien, puis je fais plus rien. Un peu comme un sportif, c'est-à-dire que faut s'entraîner, faut tester des choses. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Faut trouver sa cible, faut faire tout ça. Ça pour toi, c'est des choses qui sont comparables entre le monde du sport, toi tu as vécu l'e-sport et puis, le monde de LinkedIn où en fait, quelque part ça peut être un vrai sport d'être bon sur LinkedIn? Ouais, complètement. Alors, je le vois totalement et je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. En tout cas, moi, on m'a toujours dit que, j'avais cette régularité, quoi, dans tout ce que je faisais en général. Hem, Quand je me lance pas forcément à fond, mais en tout cas, quand je me lance quelque chose, je vais au moins jusqu'au bout des choses. Voilà, j'ai vraiment cette logique de marathon, quoi. Je peux y aller, OK, à 60 mais 60 pendant, 6 ans, 7 ans, il y a pas de problème sans m'arrêter et sans forcément avoir des résultats, pendant plusieurs années au début et ça, j'ai un peu cette notion effectivement, d'investissement. Effectivement, ça sur LinkedIn, c'est quelque chose qui pour moi était primordial et je le vois, hein, sur, tous les profils que je peux accompagner. Je peux poser toutes les bases, je peux écrire votre, stratégie, je peux vous créer tous les templates, vous faciliter la vie pour faire en sorte que LinkedIn soit beaucoup plus simple pour vous. Il y a un facteur sur lequel moi je peux rien faire, c'est votre régularité à la fin, quoi. Donc ça, vraiment, faut que c'est quelque chose qui est primordial sur la plateforme et moi j'ai eu la chance de l'avoir assez tôt et je pense parce que je suis arrivé aussi à une période où LinkedIn, j'ai réussi à me démarquer assez rapidement et les résultats ont pu arriver assez rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des périodes fortes, des périodes creuses, des périodes où on peut rien faire des fois. L'algorithme de LinkedIn aussi, des fois, est un peu méchant et on a le reach des fois qui est favorable, des fois défavorable. Mais il faut réussir à tout le temps s'accrocher, quoi. Et à pas être démotivé, effectivement. Pour ça, ouais, c'est ultra important et je fais un vrai parallèle avec le sport parce que je le retrouve aussi, moi, dans le sport et tout ce que je peux faire au quotidien, ouais. Pour toi, c'est la chose la plus importante pour réussir sur LinkedIn, c'est la régularité ou est-ce que c'est d'autres choses comme, être vrai, par exemple? C'est un réseau social, même si c'est un réseau social professionnel, avec le risque d'avoir des haters et des gens qui, sont pas d'accord avec vous. Est-ce que, un de tes conseils, c'est aussi de se dire: «Bah, voilà, soyez vrai». Alors on enlève bien sûr tout ce qui est polémique, racisme et tout ça, hein, ça,
voilà, j'ai des opinions, j'ai des idées, je les transmets et puis, bah, s'il y en a qui sont pas d'accord, c'est pas grave, c'est à la fois la régularité, puis être vrai, être, soi-même qui va faire qu'on va réussir sur LinkedIn? Complètement, je mettrais même le fait, d'être vrai effectivement et authentique au-dessus de la régularité. C'est-à-dire que faut pas se créer du contenu pour créer du contenu et se forcer. Encore une fois, je pense que, être vrai, ça va aussi dans le sens de ne pas se forcer à créer du contenu, tout le temps. Des fois, on peut en avoir marre, on peut avoir un coup de mou, et c'est justement le fait d'accepter ça, quoi. Si on a la foi, pourquoi pas le partager aussi avec son audience? Ça peut être le sujet d'un post et de dire: «OK, ben, en ce moment, voilà, j'y arrive moins, partagez ça, comment quels sont vos conseils à vous aussi?» Ça peut être, une bonne inspiration. Mais je pense effectivement le premier conseil pour moi, c'est d'être vrai, d'être authentique, d'être nature peinture. Je pense qu'on en a, de plus en plus marre d'être, confronté un peu à des profils qui sont ultra lisses. On sort d'une période où il y a eu tous ces tests ChatGPT dans tous les sens, IA, où tout le monde, on l'a tous tenté. Moi aussi, j'ai tenté, les prompts IA et cetera, mais avec des contenus qui sont des fois un peu trop lisses et je pense qu'on est content en tout cas de revenir, voir des profils qui sont authentiques, qui nous, partagent leurs imperfections et je sais qu'en tout cas, moi, à titre personnel, c'est ce que j'aime voir sur LinkedIn, c'est les imperfections des gens, quoi. Et justement, je suis content parce que, là récemment, j'ai accompagné une entreprise, dans le lancement de leur programme Blue Advocacy et justement le maître mot, ça a été avant tout, c'est l'authenticité, quoi. C'est-à-dire vous n'êtes pas là pour taguer l'entreprise, vous n'êtes pas là pour, faire comme si on vous avait mis un pistolet sur la tempe, quand vous écrivez votre post LinkedIn. C'est non, partagez ce que vous avez envie de partager, votre, passion. On va tourner des vidéos ensemble, ceux qui veulent le faire, on le fait et on le fait. Ceux qui veulent pas le faire, on ne le fait pas. Partagez ce qui vous fait envie. Et justement, toutes ces petites imperfections qui vous vous dites: «Ah, elle est pas super bien faite la vidéo» ou «Ah, mon post, je suis pas sûr parce que, voilà, ça c'est peut-être, un peu trop décalé», voilà. Mais non, justement, c'est ça qu'on aime voir, quoi. Donc donc vraiment soyez enfin, 1 conseil serait d'être authentique avant tout et la régularité, ça vient après et puis même c'est la régularité, ça peut être stratégique aussi d'être irrégulier. Il y a des personnes qui ont des fortes périodes où ils ont besoin de commercialiser donc voilà, ils vont être ultra présents sur LinkedIn et ensuite, bah, je sais pas, ils ont leurs clients pendant plusieurs mois, ils ont besoin de ralentir un peu et ben OK, ils vont s'occuper de leurs clients, pendant plusieurs mois et ils reprendront LinkedIn un peu plus tard. Donc donc non, non, pas tant de problème avec la régularité, mais surtout être authentique, ouais. Parle de régularité, on a vu récemment, alors qu'on aime ou on n'aime pas, Inox Tag, hein, qui a gravi l'Everest et qui, bah, du coup, il Ouais, vivait des réseaux sociaux et pendant 6 mois, parce qu'il avait un super projet, il s'est coupé des réseaux sociaux et puis après, il y est revenu en force et en masse. Alors après, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais en tout cas, voilà, c'est un bel exemple de ce que tu dis de, bah, voilà, il a posté pendant des années régulièrement et c'était son fonds de commerce et pendant 6 mois, il s'est coupé complètement des réseaux sociaux. ouais, complètement. En tout cas, moi, d'un point de vue, créateur de contenu et passionné par le gaming, bien que je ne sois pas du tout au niveau d'Inoxtag, mais effectivement, on se rejoint en tout cas là-dessus. Moi, quand je vois tout le travail qu'il peut y avoir derrière et comment c'est effectivement, ça prend du temps de se structurer, de trouver les bonnes personnes, de créer un projet en général et quand je vois son âge par rapport au mien, moi j'ai 27 ans, je crois qu'il en a 22 si je dis pas de bêtises. Bah, je me dis: «C'est fou, quoi». Enfin, c'est un monstre de travail, quelqu'un qui a, su ultra bien s'entourer. C'est quelqu'un qui, à mon sens, en tout cas, sait créer des contenus qui sont ultra pertinents et qui savent parler à toute une génération, donc donc vraiment et effectivement, malgré tout ce qu'on peut voir sur le 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 reportage avec, l'esprit Kaizen, comme on entend beaucoup parler en ce moment, qui des fois est peut-être un peu trop poussé. Moi, je trouve qu'effectivement, si ça peut permettre à des gens, d'essayer de voir plus loin, de rêver aussi, de se jeter un peu dans leur projet, bah, trop bien, quoi. Trop, trop cool. Donc non, non, vraiment, je respecte à fond, bien sûr. On a parlé de régularité, d'être vrai, d'engagement, de durée. Est-ce que toi, il y a une qualité que tu associes, aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et qu'aujourd'hui tu aimerais avoir et qui te servirait dans ton quotidien, personnel et ou professionnel? Je pense qu'effectivement, c'est premièrement de savoir s'entourer et déléguer. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'essaie vraiment de travailler et ça va être l'un de mes objectifs principaux en 2025. Parce que là, je me rends compte que, OK, c'est cool, Hugo, tu as réussi à créer Mush, un peu cet écosystème, avec moi qui suis un peu au-dessus de tout ça et qui arrive un peu à driver tous ces profils-là. Mais effectivement, je sens que j'ai un vrai besoin maintenant pour avancer, de aussi ben, rencontrer les bonnes personnes. Ça demande de faire un petit effort parce que j'ai cette mentalité gamer qui est OK de savoir ben, à distance créer des communautés. Mais il faut que j'arrive moi aussi maintenant à plus aller rencontrer pour de vrai des personnes pour créer des projets dans le réel aussi maintenant. Donc, que ce soit des nouvelles branches de Mush, donc de mon agence, ou alors des nouveaux projets qui sont un peu, qui pourraient graviter un peu autour de tout ça. Donc, ça va faire partie un peu de mes objectifs, effectivement, de me lancer un peu vers de nouvelles personnes et créer un peu la rencontre différemment. Ouais. Alors tu sais faire puisque tu fais des conférences, tu interviens dans beaucoup d'écoles de commerce et cetera, d'enseignement supérieur.
Donc, tu pas juste, Hugo, dans ta grotte, et puis, tu sors pas t'es que sur les réseaux, tu es aussi dans la vraie vie. C'est vrai, mais en fait, je viens de cette génération un peu de gamers qui pourraient presque se contenter d'un lien à distance comme si c'était un lien en réel, quoi. C'est vrai que moi, par exemple, voir mes potes à distance tous les soirs, il y en a un qui est au Canada, un qui est, sur Nantes, justement, bah, ça me va très bien et pour moi, ça compense presque le fait de les voir en physique, quoi. Et c'est pas forcément un bon réflexe, c'est vrai, ou une bonne habitude. Je pense qu'effectivement, c'est ultra important de créer aussi des relations, réelles, quoi, et d'aller rencontrer un peu des nouvelles personnes, aussi. Et c'est vrai que, je rencontre beaucoup de gens, mais je rencontre beaucoup de gens virtuels, mine de rien. Et je pense que, les sportifs, enfin, souvent, c'est vrai qu'ils sont tout le temps dans l'action, en physique, en train de s'entraîner sur le terrain, ils rencontrent du monde, quoi. Et je pense que là-dessus, effectivement, pour moi, ça mériterait de faire un peu plus cet effort, parce que je passe 90 de mon temps, à travailler chez moi. Et je pense que ça peut être bien, justement, de m'ouvrir un peu à de nouveaux profils. Peut faire les apéros mush de tous ceux qui sont sur le Discord et qui un soir sont à Paris, ben, pourquoi pas faire, ce type de rencontre? Ouais, complètement, ouais. Ouais, pourquoi pas, un apéro mush, j'ai pas trop envie de tomber non plus dans effectivement dans ce truc de l'événement entrepreneur, qui me correspond pas trop. Je sais pas trop sous quelle forme encore, mais pourquoi pas, ouais. Et donc à part ces projets de rencontrer du monde et puis, peut-être de plus déléguer, plus, avoir de personnes autour de toi, c'est quoi tes projets dans les semaines, dans les mois qui viennent? Est-ce que tu as déjà des choses en tête pour toi perso? Ou est-ce que tu vas grimper l'Everest comme Inot Stag? Ou est-ce que pour Mush, tu as d'autres projets, d'autres choses qui peuvent sortir dans les semaines, dans les mois qui viennent? Alors comme dit Inoxtag, à chacun son Everest. Je pense en tout cas moi, mon Everest, en tout cas sur là les prochains mois, effectivement, il y a plusieurs projets. Il y en a un, je travaille en ce moment sur un projet de talk show. Donc, le constat un peu, c'est qu'on est plein de créateurs de contenu sur LinkedIn et on est un peu comme dans le YouTube d'il y a 10 ans en arrière où chaque créateur est un peu dans son coin, travaille tout seul, un peu à distance. Il n'y a pas trop de connexion entre chaque créateur de contenu et en plus de ça, quand les créateurs de contenu se croisent, souvent c'est pour des contenus qui sont, ultra business, quoi. Donc pour faire des live LinkedIn un peu, voilà, faire la promo ou un webinar, vendre leur formation et cetera. Et j'aimerais bien qu'on arrive à sortir de tout ça et donc créer un talk show des créateurs de contenu en général, LinkedIn ou autres, mais qui sera en live sur LinkedIn tous les mois, et où tout simplement on peut se retrouver et découvrir les personnalités des personnes qui sont, derrière ces posts qui sont rédigés. Donc avec des, mini-jeux, des sujets de discussion, voilà quelque chose d'un contenu plutôt, ouais, axé divertissement plutôt qu'expertise. C'est quelque chose que moi j'aimerais bien faire, qui donnerait lieu à beaucoup de contenu sympa derrière, pour le feed vidéo de LinkedIn, donc voilà, on pourrait un peu découvrir des créateurs de contenu différemment. Moi, ça me ferait très plaisir de faire ça et autre sujet, cette fois-ci par rapport à Mush, je suis en train de réfléchir justement un peu dans cette idée de déléguer, m'associer à des nouveaux profils. Notamment, j'ai rencontré un super profil, qui est ghostwriter et avec qui on aimerait bien, créer une nouvelle solution de ghostwriting plus accessible que ce qu'elle est actuellement, pour permettre à tout le monde d'avoir son ghostwriter de poche, sur WhatsApp, humain, pas IA, un vrai humain, mais qui peut vous coacher, vous accompagner un peu au quotidien dans votre création de contenu, LinkedIn. Et si on arrive à faire ça, je serais très content. Eh ben, écoute, on pourra suivre, tout ça puisque comme d'habitude, je mettrai, tous les liens pour te contacter, que ce soit sur LinkedIn, mais tu es trouvable assez facilement ou alors sur la Mush, Agency. En tout cas, bah, merci de nous avoir partagé ce quotidien de gamer, de formateur, de créateur de contenu sur LinkedIn. C'était super intéressant. Je te connais, Hugo, je te suis depuis un peu plus d'un an, mais j'ai encore appris beaucoup de choses sur toi. Donc, merci pour cet échange. Merci beaucoup. Et bah, merci à toi, surtout ça me fait ultra plaisir. Hâte de voir les prochains qui vont se faire cuisiner par, Eric Allard, dans ces épisodes. Donc non, merci vraiment à toi pour l'émission qui est vraiment super. Tu as eu des super profils. Ce que je te disais en introduction, c'est que tu as mine de rien, c'est beaucoup d'épisodes maintenant, donc il y a une richesse qui est incroyable. Donc allez découvrir d'autres épisodes, il y a plein de thématiques qui ne peuvent que vous intéresser. Oui, je prends moi aussi toujours autant de plaisir. On en a parlé dans cet épisode à faire ce podcast. Et puis, merci pour un invité supplémentaire. Et puis, bien entendu, à toutes les auditrices et tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous repartez avec des conseils concrets et des idées pour booster votre aventure entrepreneuriale. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le partager et à vous abonner pour ne manquer aucun prochain rendez-vous. Restez connectés, continuez à entreprendre avec passion, à faire du sport et à très bientôt pour un nouvel épisode.